Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord rappeler que le Congo a toujours fait l'objet de convoitises internationales. Après la traite négrière qui avait été menée au fouet et au mousqueton, il y eut au nom de la lutte contre l'esclavage le règne de la chicotte, ce fouet en peau de rhinocéros qui sanctionnait ceux qui refusaient de livrer leurs ballots de caoutchouc ou leurs quotas de cuivre. Par la suite, grâce à la prédation coloniale, menée en costume-cravate et accompagnée de principes civilisateurs, la Belgique réussit à sortir de la Deuxième Guerre mondiale sans être accablée de dettes. Grâce à l'uranium du Katanga, mis à la disposition des alliés américains à prix d'amis, le colonisateur put faire bonne figure parmi les vainqueurs de la guerre et participer à la fondation des grandes institutions dites de Bretton Woods, le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Après une indépendance chaotique, dont le héros Patrice Lumumba fut assassiné sur l'ordre des Américains et des Belges, car il voulait que ses compatriotes puissent bénéficier du fruit des richesses de leur pays, la prédation en toque de léopard et canne de chef s'ajouta à la prédation en col blanc. Durant 32 ans, le maréchal Mobutu, maintenu au pouvoir grâce au soutien occidental, s'employa à piller le Congo, à gaspiller les ressources. C'était le temps de la cueillette, celui des enveloppes, des valises, et vers la fin, le temps des caisses à billets imprimés à Munich, des billets que l'on appelait tourne à gauche, car dès leur arrivée à l'aéroport de Kinshasa, certaines de ces malles prenaient la direction de la Banque centrale, mais beaucoup étaient dirigés vers le bateau présidentiel, et là, de nuit, les leaders politiques venaient monnayer leur trahison. Avec un tel héritage, où la corruption était devenue une institution nationale, comment s'étonner de l'effondrement des systèmes de référence et des valeurs? Au début des années 90, la Conférence nationale souveraine, vaste exercice qui avait réuni toutes les forces de la nation, se clôtura sur un échec, sans tirer au clair les assassinats politiques et sans analyser les leviers de la prédation économique. Par la suite, alors que la fin de la guerre froide avait rendu inutile un vieux dictateur rongé par le cancer et que l'armée nationale n'était plus qu'une garde présidentielle entourée d'une pléthore de soldats non payés et démotivés, le Zaïre, qui allait bientôt redevenir le Congo, était devenu l'archipel de la débrouillardise, le royaume du chacun pour soi, une vaste zone grise au cœur de l'Afrique, où, par manque de sécurité et de connaissance du terrain, les grands acteurs économiques avaient renoncé à investir, tandis que la presse internationale évoquait volontiers un État en faillite. En 1994, rappelez-vous cette date 1994, l'afflux de réfugiés rwandais, parmi lesquels de nombreux auteurs du génocide qui avaient emporté 1 million de Tutsis, cet afflux acheva de fragiliser l'est du pays. Et l'installation d'1,5 million d'hommes en armes dans des camps qui, à l'époque, étaient gérés par la communauté internationale, cette présence de réfugiés fut perçue comme une menace existentielle par le nouveau régime rwandais dont Paul Kagame était l'homme fort. En octobre 1996, éclata ce que l'on pouvait appeler par la suite une guerre gigogne, la guerre des fantassins, des bottes en caoutchouc, des kalachnikovs. À l'avant-plan de cette guerre, des hommes venus du Rwanda et de l'Ouganda. Ils avaient entrepris de détruire les camps de réfugiés, de pourchasser impitoyablement les génocidaires. Et au cours de leur avancée à l'intérieur du pays, pas moins de 200 000 personnes furent portées disparues, des réfugiés rwandais, mais aussi des Congolais. Certains de ces libérateurs, poussant jusque Kisangani, rêvaient déjà de détacher l'Est du Congo de l'autorité de Kinshasa. À leur côté se trouvaient des Congolais, opposant de longue date au maréchal Mobutu, des hommes comme Laurent-Désiré Kabila. Ils pensaient que l'heure de la revanche avait sonné et qu'il était temps de ressusciter les idées nationalistes du Premier ministre Patrice Lumumba, assassiné en 1961. Les techniques de cette première guerre du Congo étaient simples.
avancer, tuer, chasser les populations civiles, séduire et enrôler les jeunes dans une aventure qui, 7 mois plus tard, devait mener à la chute du dictateur, instaurer à Kinshasa un ordre nouveau. Et à cette époque, qui remarquait les conseillers militaires américains qui se succédaient à Goma? Qui s'interrogeait sur le fait que des sociétés minières comme American Mineral Fields, basées à Atlanta, la ville de la famille du président Clinton, prêtaient leur avion pour transporter les chefs rebelles, et qui se souvient qu'à Lubumbashi, ils signèrent des contrats miniers avant même la chute du régime Mobutu. Le financement de cette première guerre était simple, car le Zaïre, baptisé République démocratique du Congo, avait encore de beaux restes. Une usine de retraitement de minerais démontée au sud Kivu fut remontée de l'autre côté de la frontière. Des avions militaires qui apportaient des hommes et des armes repartaient chargés de marchandises. Des centaines de véhicules qui portaient des plaques zaïroises, entre guillemets zaïroises, circulaient désormais à Kampala et à Kigali. Dans une ville enclavée comme Kisangani, les habitants en étaient réduits à pédaler sur des vélos, les toleka, des vélos-taxis à la selle recouverte de laine. Tous les véhicules avaient été emmenés. C'était déjà le hold-up du siècle, perpétré au nom de la sécurisation des frontières, du renversement d'un dictateur détesté par son peuple, d'une conception de la libération. Mais la façade dissimulait déjà des ambitions à plus long terme. Comment pouvait-on laisser en friche cet immense pays, la plus vaste forêt du monde, le plus grand bassin hydrographique, des centaines de sites miniers inexploités? À l'époque, il y eut cependant une erreur de casting. Laurent-Désiré Kabila, le vieux rebelle, devenu président, refusa d'endosser le rôle qu'on lui avait dévolu. Il refusa de devenir le fondé de pouvoir d'intérêts étrangers. L'ancien maquisard, qui en son temps avait accueilli Che Guevara, refusa d'être contrôlé par un bureau politique nommé à Kigali et à Kampala. Il dénonça les contrats miniers qu'il avait pourtant signés lui-même en temps de guerre, et il adjura à la population de compter d'abord sur ses propres forces. Il créa des comités de pouvoir populaire afin de stimuler les initiatives locales et de se passer de l'aide étrangère. Vous mesurez le crime infligé à tous ceux qui avaient commandité cette première guerre. Il fallut une année pour que Kabila se décide, fin juillet 1998, à congédier les militaires rwandais qu'il avait portés au pouvoir et qu'il leur demande de regagner leur pays. Il fallut alors moins de 48 heures au Rwanda pour retraverser la frontière direction le Kivu et mettre sur pied un mouvement présenté comme congolais, le Rassemblement congolais pour la démocratie, dans lequel des Tutsis originaires du Congo jouaient un rôle dominant tout en prenant leurs ordres à Kigali. L'Ouganda ne fut pas en reste. Il encouragea Jean-Pierre Bemba, un ancien mobutiste, à fonder à son tour un mouvement rebelle, le Mouvement pour la libération du Congo, qui fut soutenu dans un premier temps par les troupes ougandaises. Cette guerre, entamée le 2 août 1998, sera bien vite appelée la Première Guerre mondiale africaine, car Laurent-Désiré Kabila appela lui aussi ses alliés à la rescousse. Le Zimbabwe et l'Angola envoyèrent des renforts qui épaulèrent les faibles troupes gouvernementales et stoppèrent l'avancée des rebelles. Durant cette guerre-là, la première guerre du Congo, le Congo a failli éclater. Il était divisé en plusieurs zones distinctes qui n'avaient pas de contact entre elles et chacun des belligérants finançait son effort militaire en puisant dans les ressources locales. Si l'Est du pays était mis en coupe réglée par les troupes du Rwanda et de l'Ouganda, les Zimbabwéens se payaient avec les diamants du Kasaï et les Angolais obtenaient d'importantes concessions leur permettant d'exploiter le pétrole des eaux territoriales communes. La prédation en ces années-là était simple. Take the money and run. Prenez l'argent et filez.
Il s'agissait, disait-on à Kigali, d'une guerre autofinancée, une guerre qui ne pèse pas sur le budget de notre pays, forcément, puisqu'elle reposait sur la prédation des ressources du pays voisin. Et lorsque des négociations s'engagèrent à Lusaka en 1999, les représentants de la communauté internationale, les Belges y compris, je m'en souviens très bien, veillèrent pour mettre Kabila en minorité, à placer sur le même pied les forces rebelles et les représentants du gouvernement. Mais le président Kabila, contraint de signer, s'employa à saboter l'arrangement. Il encouragea la renaissance dans l'est du pays des anciens groupes d'autodéfense villageois, les Maï-Maï, qui combattirent en avant des lignes gouvernementales. En 2001, Laurent Désiré Kabila, l'homme qui défendait la souveraineté menacée de son pays, fut assassiné par un de ses gardes du corps, soudoyé par des Libanais avec de l'argent américain. Antoine Voumilia, ici présent, pourra probablement nous en dire plus sur ce sujet. En tout cas, moi, je peux vous dire que dans les capitales occidentales, le soulagement fut palpable. Enfin, l'ancien rebelle avait disparu. Enfin, on allait pouvoir faire des affaires. Joseph Kabila, 28 ans à l'époque, aucune expérience politique, fut désigné pour succéder à son père à la tête d'un pays occupé, morcelé, pillé par plusieurs armées étrangères. Il fut obligé de rompre avec le radicalisme de son père et se décida à louvoyer, à conclure des compromis afin d'obtenir pas à pas non seulement la fin des hostilités, mais le retrait des troupes étrangères qui occupaient son pays, la réunification du territoire. Rwandais et Ougandais, soutenus par les Américains, n'acceptèrent de retirer leurs troupes qu'à condition de le voir leurs alliés et complices, dans d'autres pays on dirait leurs collaborateurs, les proxys, intégrer le gouvernement central. Et en attendant les élections générales fixées à 2006, une étrange formule 1+4, comprenant un président, chef de l'État, flanqué de 4 présidents, dont 2 représentaient les rebelles d'hier, vit alors le jour. Les troupes étrangères quittèrent alors le pays, mais dans les provinces de l'Est, une vingtaine de mouvements armés demeurèrent opérationnels. Avec une seule caractéristique commune, ils fonctionnaient en pillant les ressources locales et en terrorisant la population. C'est à cette période que le docteur Mukwege, le gynécologue de l'hôpital de Panzi, près de Bukavu, commença à constater et à dénoncer l'utilisation du viol des femmes comme arme de guerre, le viol utilisé pour terroriser et pour soumettre les populations et pour s'emparer impunément de leurs richesses. Jusqu'aujourd'hui, les victimes de cette grande guerre africaine n'ont pas été réellement dénombrées. On cite le chiffre de 4 ou 6 millions de morts, c'est-à-dire des personnes emportées par la violence, le viol, les exodes, le travail forcé, la privation de soins médicaux. Si le chiffre exact des victimes ne sera sans doute jamais connu, un jour peut-être ira-t-on rouvrir 600 charniers et autres fosses communes qui s'égrènent dans l'est du pays, depuis le grand nord du Kivu jusqu'à la frontière du Burundi. En 2002, alors que le Congo n'était pas dirigé par une autorité légitime, mais par une équipe qui était le fruit d'un arrangement politique, des hommes issus de la lutte armée, la Banque mondiale intervint. Il s'agissait de stimuler, d'attirer les investissements étrangers et elle dicta pratiquement un code minier d'inspiration très libérale. Les mesures étaient exceptionnellement favorables. Exonération d'impôts durant 15 ans, rapatriement des bénéfices et appropriation des terres. Au cours des années qui suivirent, les cartes du Congo se couvrirent de carrés, des propriétés accordées à tous les candidats investisseurs qui, sans même se rendre sur le terrain, avaient obtenu à Kinshasa des concessions. Les prédations de la Première Guerre s'étaient menées à la Kalachnikov, avec des enfants soldats recrutés dans les villages et dotés de lance-roquettes. Les prédations de la Deuxième Guerre s'étaient accompagnées de chars de combat, de mitrailleuses lourdes. Les prédations qui suivirent les accords de paix furent menées avec des moyens plus sophistiqués que les pelles et les burins. Elles se menèrent avec des caterpillars et des pelleteuses qui dévoraient les collines,
des camions remorques qui franchissaient les frontières chargés de terre brute sans payer de taxes et sans être arrêtés, des avions qui amenaient à l'étranger des lingots d'or. Mais peu à peu, le Congo retrouva sa place dans l'ordre du monde. Premier producteur de cobalt, deuxième producteur de cuivre, avec 1 million de tonnes par an, plus que jamais l'exploitation coloniale ou l'exploitation moboutiste n'a réussi à extraire, premier producteur de colombo-tantalite. Les premières élections démocratiques, supervisées par la communauté internationale, eurent lieu en 2006 et Joseph Kabila légalisa son pouvoir. En 2011, il fut reconduit à l'occasion d'un nouveau scrutin, très contesté celui-ci, marqué par de nombreuses irrégularités, et son deuxième et en principe dernier mandat doit s'achever en 2016. La guerre à l'Est ne s'est pas pour autant terminée. Malgré la présence d'une force de 20 000 casques bleus, la force la plus importante et la plus coûteuse des opérations de l'ONU qui absorbe 1,2 milliard de dollars par an, les groupes armés se sont maintenus. Les FDLR, Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, nouveau nom des génocidaires de 1994, sont toujours présents. Ils exploitent des carrés miniers, enlèvent des femmes congolaises et des milliers d'enfants, comme des petites graines plantées en terre étrangère, sont issus de leurs viols. Certains groupes armés congolais sont démobilisés. D'autres reprennent les armes pour défendre leur terroir, la terre de leurs ancêtres, pour lutter contre des groupes rebelles poussés par Kigali. Et la formule élaborée lors des accords de paix de 2002 qui permettait la réintégration au sein de l'armée nationale de groupes rebelles démobilisés et l'amnistie, sinon la promotion de leur chef, a eu des effets pervers qui se prolongent aujourd'hui. L'armée nationale est désormais infiltrée par des combattants d'origine étrangère et par des hommes qui n'ont jamais connu comme formation militaire que la violence et la rapine. Durant toutes ces années, jamais le Rwanda et dans une moindre mesure l'Ouganda n'ont renoncé à leur volonté de garder une mainmise sur l'est du Congo qu'ils considèrent comme leur hinterland économique. Malgré la mise en échec en novembre 2013 du M23, le dernier des grands groupes rebelles soutenus par Kigali, l'instabilité persiste. Dans le grand nord du Kivu, à Béni, des affrontements et atrocités demeurent quotidiens, car les politiciens congolais eux-mêmes ont retenu la leçon de l'impunité instaurée par les accords de paix. Levez une troupe, tuez des civils, et puis négociez votre reddition, vous obtiendrez un grade d'officier ou un poste de ministre. Les rébellions à répétition représentent aussi, il faut le dire, une forme de pression économique. C'est au moment où Kinshasa, après les élections de 2006, avait entrepris de réviser les contrats miniers et de revoir certaines dispositions de ce code trop libéral, qu'éclata soudainement la guerre dirigée par le chef rebelle Laurent Nkunda, qui coule aujourd'hui des jours tranquilles à Kigali. Et je me souviens que, alors que j'allais l'interviewer dans son fief proche de la frontière rwandaise, j'avais croisé à l'époque des hommes d'affaires américains qui sortaient d'un entretien avec lui très chaleureux et qui se vantaient de ses bonnes dispositions. Je voudrais conclure en vous remerciant de m'avoir invité à Berlin, une ville où fut décidé en 1885 le partage de l'Afrique. C'est ici que furent dessinées les frontières actuelles du Congo et en particulier des provinces de l'Est, des frontières contestées jusqu'aujourd'hui. C'est ici que fut décidée une spoliation des ressources qui se produit toujours. C'est ici que l'on posa les prémices des guerres du futur, des guerres d'autant plus âpres aujourd'hui que de nouveaux acteurs, les Chinois et les Asiatiques en général, veulent prendre place à la table. Mais grâce au tribunal sur le Congo, c'est ici aussi, à Berlin, que ces vols à main armée et ces crimes en col blanc connaissent un début de jugement, celui de l'opinion, et que des Congolais, enfin, sont invités à témoigner eux-mêmes de leur souffrance et de leur lutte. Je vous remercie.